Les femmes sont plus fragiles. Et je voulais voir un petit peu qu'est-ce qu'on y mettait par plus fragile, parce que pour moi ça renvoyait à une sorte... ça veut dire quoi plus fragile? Enfin, genre que les femmes sont des petites choses fragiles, et je l'entendais de manière négative, et donc j'ai pas mal interrogé ça au sein de l'équipe, savoir un petit peu qu'est-ce qu'on entend par fragile. Laetitia Peters, je suis psychologue au centre Transit, donc centre d'accueil d'urgence et d'hébergement pour usagers de drogue à Bruxelles. Donc dans le cadre de ma fonction de psychologue, donc je vois les personnes en demande en entretien, donc principalement de soutien. Et je m'occupe également d'un espace femmes, donc qui est une permanence non mixte où les femmes peuvent venir en fait une après-midi par semaine se déposer. Discuter sans l'intervention de présence masculine, donc d'autres usagers de drogue. C'était donc il y a 3 ans. J'ai été au contact des femmes qui fréquentaient Transit. L'équipe trouvait qu'il y avait peu de femmes dans le secteur, chez nous. On trouvait interpellant comparé au secteur du sans-abrisme, type abri de nuit ou structure médicale. Voilà, il y avait un pourcentage de femmes, on va dire, qui est représentatif des femmes en rue, vivant en précarité. Et à Transit, on trouvait qu'il y en avait moins, donc on se questionnait un petit peu. Donc en fait, j'ai été vers les femmes qui fréquentaient Transit pour un petit peu avoir leur ressenti, leur point de vue sur qu'est-ce qui les amenait à Transit, qu'est-ce qui était difficile à Transit, qu'est-ce qui manquait aussi pour elles dans le paysage institutionnel. Ce qu'elles mettaient en avant, c'était la difficulté pour elles d'être dans le lieu mixte avec des hommes qu'elles peuvent côtoyer en dehors de Transit, dans un autre contexte, lié travail ou relations amoureuses ou relations parfois violentes. Et donc elles expliquaient que cette idée de venir à Transit se mettre à l'abri, c'était compliqué pour elles en fait, d'être confrontées à des regards, à des attouchements de la part de ces hommes. Elle expliquait aussi que pour elle, elle n'avait pas assez de temps pour prendre soin d'elle, en termes vraiment plutôt l'approche du corps, de pouvoir prendre du temps pour prendre leur douche, pour avoir des échantillons, retirer un vieux vernis qui est là depuis 2 semaines et ils n'arrivent pas à trouver un dissolvant, par exemple. C'est très spécifique, mais c'était le côté aussi... voilà, j'ai un rendez-vous au CPS ou en cure et enfin, je suis même pas bien habillée, j'ai mes doigts dégueulasses. Enfin, voilà, ces réflexions-là. Et donc, voilà, à Transit, c'était un peu ce qu'elle ressortait, le côté donc de l'insécurité, le pas pouvoir avoir du temps pour prendre soin d'elle. Et donc, j'ai mis en place donc cette permanence qui se trouve en fait à un étage où on peut le privatiser l'après-midi. Et j'aménage un petit peu le lieu pour le changer de ce qu'il est habituellement. Et donc, en suivant ce qu'elle avait demandé, il y a accès donc à tout ce qui est produit plutôt esthétique, cosmétique, échantillons, des choses comme ça. Elles ont accès à 2 douches, accès aussi à un fauteuil pour pouvoir se reposer, avec une télévision, accès à Internet, téléphone, puis des tables où on peut se poser et discuter avec du café, du thé, des petits biscuits. Et donc la présence, donc, entre autres de moi et de divers collègues qui viennent au fur et à mesure aussi animer l'espace femmes avec moi. Notre conscience dans notre travail au quotidien nous montre qu'on on accueille au final des personnes qui ont beaucoup de capacités de résilience, d'adaptation. Ils ont voilà, tous et toutes des parcours particuliers et au final assez aussi individuels. Chacun a son propre parcours, ses propres difficultés. Toujours continuer, toujours avancer, malgré ce qu'elles peuvent vivre comme traumatisme. Et là, je parle de traumatisme récent. Donc des agressions, l'insécurité quotidienne, les violences conjugales. Leur force, en fait, de toujours être debout et de continuer. Une femme va arriver, elle est fatiguée, elle est voûtée. On sent presque tout le poids de ce qu'elle peut vivre quand elle arrive. Elle va se déposer un petit peu, alors que ce soit dormir, que ce soit discuter, que ce soit profiter de se faire une petite trousse avec des petits produits qui lui font plaisir.
Et c'est de la voir ressortir de là avec le sourire, la tête un peu plus droite, un peu plus, ouais, un peu plus, voilà, un peu plus fière d'elle, de redescendre et que ça soit même l'équipe qui remarque, qui l'interpelle, qui dise ah, t'as été à l'espace femme, mais ça te va bien ce que t'as fait un truc à tes cheveux. Enfin, voilà, et elle est là toute fière de dire bah oui, oui, j'ai pris du temps pour moi. Voilà. Je dirais le regard, autant sur elle-même, mais le regard des autres aussi. C'est vraiment ce côté un peu, je ne sais pas si on parle de double ou triple peine, mais c'est vraiment le côté je suis une femme précaire et en plus je suis toxicomane et peut-être en plus je suis prostituée ou je suis mère mais je n'ai pas la garde de mes enfants. Il y a vraiment comme si c'était des couches en fait de stigmates qui sont en train vraiment d'alourdir en fait la difficulté qui est déjà simplement d'être et là je vais le nommer une personne en rue en fait. C'est vraiment le côté d'un peu cette pression de la société, du regard de la société sur les rôles associés au genre. Ça, on y est vraiment, enfin, c'est quelque chose d'assez fort et elle le porte très très fort. Je veux dire, on a toutes, enfin moi-même j'ai été aussi dans une éducation spécifique avec des rôles au niveau du genre, etc. Voilà, après je m'en débat un petit peu, je fais à ma manière, dans ce que moi je ressens en tout cas comme besoin, mais en discutant avec elle, on se rend compte à quel point il y a des choses bien ancrées en termes de plutôt je me maquille, mais c'est pas pour soi qu'elle se maquille. Donc c'est des choses qu'on essaye un petit peu aussi de retravailler. C'est pourquoi tu te maquilles. Est-ce que c'est vraiment que tu veux te maquiller ou pas? Enfin, je veux dire, bêtement, la notion de maquillage, enfin, en soi, c'est aussi une pression à un moment donné de la société une femme se maquille pour sortir, on se maquille pas quand on est chez soi ou des choses comme ça. Et donc, c'est des choses qu'on va retravailler quand même sur la notion du genre ou même les notions de c'est quoi être en couple, c'est quoi être heureuse. Voilà, plein de notions comme ça qui sont imposées aussi par une vision de la société. Pouvoir se dire, ok, mais on peut trouver en fait chacune notre chemin là-dedans et c'est quoi exactement pour nous la définition d'être une femme, être heureuse et de ne pas juste être à cette étiquette, à cette position qu'on nous donne dans la société. C'est très particulier, mais même on accueille un public d'usagers et usagères de drogue. Même les hommes, qui sont eux-mêmes usagers de drogue, vont avoir des regards très très critiques envers les femmes usagères de drogue. Sur la notion de ce qu'elle fait pour avoir son produit. Enfin voilà, donc il y a aussi une forme en fait de violence et comme ça de stigmate aussi en fait entre eux et même entre elles sur des notions des choses qui ne sont pas acceptées forcément non plus entre elles. Et là, je parle juste des femmes qui ne sont pas forcément en mère, parce qu'à partir du moment où une femme enceinte, et là, c'est en plein dans l'actualité, de même ne plus laisser la liberté de choix à un moment donné à une femme parce qu'elle consomme de pouvoir être mère. Enfin voilà, c'est des choses très interpellantes. Et tout ça, elles le vivent. Il y a une femme qui me disait à quel point elle faisait attention à la manière de s'habiller pour se protéger en fait du regard aussi. Et donc elle disait voilà, elle me disait tu penses que les cheveux courts c'est un choix pour moi, c'est une nécessité de m'habiller avec des trucs larges, etc. C'est pour être sûre que je n'incite pas à un moment donné le regard ou une pseudo-invitation de la part d'un homme qui me verrait et au moins comme ça on ne m'identifie pas comme trop féminine au final. Ouais. Une manière un petit peu de réussir à se faufiler, à passer un peu inaperçu. Il y a d'autres femmes qui vont dire non, moi je m'assume complètement et je me défendrai parce qu'elles se sentent aussi plus sûres d'elles, parce qu'il y a aussi la notion de protection de la part d'autres hommes. Je veux dire, tous les hommes ne sont pas agressifs et violents. Il y a aussi cet aspect de protection. Donc voilà, il y a des bonnes protections et il y a d'autres protections qui se font de manière un petit peu contre-échange. Voilà, des faveurs alors ou sexuelles ou je vais le chercher le produit ou des choses comme ça à un moment donné pour avoir la protection d'un homme qui va la protéger du reste
C'est un peu... Il y en avait une qui me disait moi je reste pas avec les femmes, j'aime pas être entre femmes, moi je suis avec mon mec et c'est très bien comme ça. Et elle me disait elle dit c'est pas toujours facile avec lui, ça arrive où il se fâche, mais au moins je sais à quoi m'attendre avec lui. Elles mettent des belles barrières, hein. Elles ont des belles carapaces. Je m'en rends compte dans mon travail de psychologue. Je vais plus voir d'hommes en entretien individuel quand je suis, donc dans mon rôle de psychologue, que les femmes. Je m'attendais à avoir plus de femmes en entretien, me dire oui, probablement qu'elles ont quand même des vécus particuliers, au moment en couple, qu'elles puissent un petit peu déposer les choses. Elles le font pas de manière, en tout cas, individuelle, formelle en entretien avec moi. Par contre, elles le font à l'espace femme. Donc plus au final dans l'aspect un peu communautaire, mais entre nous, où elles vont venir déposer des choses. Déjà, les hommes vont moins parler des traumatismes qu'ils ont pu vivre. Ils vont moins laisser la porte ouverte à « j'ai éventuellement eu des abus en enfance », alors qu'on sait quand même qu'il y a un pourcentage d'hommes assez important en termes d'abus dans la petite enfance. Après, et fatalement, les hommes ne vont pas parler non plus de prostitution, ne vont pas parler forcément non plus d'agression physique en rue. Alors en tout cas, dans ce qui est exprimé de la part des femmes, c'est que il ne s'agit pas de faire de généralité, mais en tout cas, la majorité vont quand même dire que la prostitution n'est pas choisie d'abord, en fait. C'est plutôt pour m'acheter mon produit, qui coûte cher, je me prostitue, et pour supporter le fait de me prostituer, je consomme. Donc on est un peu dans ce cycle-là. Il y a des études qui montrent aussi sur la notion de consommation d'alcool et benzodiazépines que c'est quand même fort lié à des notions de violence conjugale. Et donc, c'est aussi une manière un petit peu de faire face. Et après, il y a tout ce qui est plus ancien. Et ça, c'est compliqué, en tout cas, d'aller interroger ça, surtout à Transit, parce qu'on n'est pas le cadre thérapeutique pour ça. D'aller à un moment donné aborder des abus et des traumatismes plus anciens, c'est compliqué. Sur les traumatismes récents, on voit un pic de consommation. Donc quand il y a eu violence sexuelle, physique ou même verbale, des agressions comme ça, on voit une montée de consommation, mais de tout produit. Ça va plus seulement être que le produit principal, c'est qu'on va rajouter, quoi. Donc il y a le crack en principal et on va rajouter de l'alcool, des benzos et gérer comme on peut ce qui vient de se passer en termes d'agression, donc de traumatisme. Donc on est plutôt sur trauma, parce que le fait d'être aussi dans des surconsommations comme ça va amener aussi une mise en danger, en fait, puisque moins dans la capacité de donner son consentement ou de comprendre ce qui se passe à un moment donné, de trouver des solutions d'hébergement sécure, c'est souvent remise en danger avec remise en danger en rue. J'avais une femme comme ça qui venait beaucoup à l'espace femme, qui malheureusement est décédée l'année passée. Elle, son contexte, c'était alcool et benzodiazépines qu'elle consommait parce qu'en fait, elle vivait de manière récurrente des agressions physiques et sexuelles de la part de son compagnon. Et en fait, elle était dans tels états de consommation qu'elle ne tenait pas le cadre d'abri de nuit, de maison d'accueil, même d'hospitalisation. Et donc, elle retournait tout le temps sur son lieu de vie, mais qui est le lieu où la personne se trouvait. Et donc, elle venait se mettre un petit peu à l'abri en journée quand elle pouvait, quand elle avait la force aussi de bouger, mais pour retourner au final dans un contexte au final de violence. Bon, à Transit, on a quand même je ne sais pas comment je pourrais le nommer, un prisme, parce qu'en fait, on ne va pas accueillir forcément tout type de consommation, ni même tout niveau de consommation. Donc on est vraiment sur une notion de consommation problématique de produits. On ne prend pas en charge tout ce qui est dépendance au jeu, dépendance sexuelle, tout cet autre type de dépendance.
Bon, après, au niveau, en tout cas, des chiffres qu'on peut avoir de manière globale, alors donc hors transit, il y a quand même donc plutôt de la consommation alcool, benzodiazépine pour les femmes. C'est quand même quelque chose qui ressort un peu plus par rapport aux chiffres. Maintenant, on nomme aussi qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à une femme alcoolique comparée à un homme alcoolique. Enfin, c'est moins bien accepté socialement. À transit, notre public est quand même un public un peu plus spécifique. Donc, dans les femmes qu'on accueille, on est principalement sur des notions de produits héroïne, cocaïne, souvent polyconsommation en fait. Donc, il y a l'alcool qui se rajoute avec quand même un peu moins les benzos, en tout cas dans les femmes qui peuvent vraiment venir régulièrement à transit. C'est voilà, avec des profils alors d'injectrices pour l'héroïne, pour la cocaïne, et alors au niveau plutôt fumette pour le crack. Ça, c'est quand même assez répandu. Par rapport à l'espace femme, elles expliquent clairement le besoin de pouvoir en voir le choix, en tout cas, de venir à un lieu spécifique, donc genré, donc c'est-à-dire non mixte, et elles-mêmes sont en demande, c'est assez intéressant, au final, sur des demandes qui sont d'avoir accès plus facilement à tout ce qui est esthéticienne, coiffeur, pédicure, manucure. Il y a quelque chose dans le rapport au corps quand même qui se joue beaucoup. Moi, en tant que psychologue, c'est très intéressant parce que c'est de se dire, au final, à l'espace femme, c'est offrir cette possibilité de se réapproprier son corps, bon là, en tant que femme, mais hors du contexte de l'injection, de la consommation, en fait. C'est reprendre du plaisir autrement. C'est très intéressant. Et qu'elle-même soit au final en demande de quelque chose sur le rapport au corps, de prendre du plaisir autrement, par le toucher, enfin, pas par une sexualité imposée, mais donc par le choix de se faire masser, par exemple. C'est très intéressant, en fait, comme besoin qu'elles expriment. Le truc, c'est que on pourrait me dire, oui, mais il y a déjà des coiffeurs et des esthéticiennes et tout ça. Oui, mais il faut bien imaginer que les femmes les femmes usagères de drogue, enfin, elles sont stigmatisées même physiquement. Enfin, elles sont abîmées par la rue, par ce qu'elles vivent. Et donc, c'est très compliqué en fait pour elles de pouvoir s'amener dans un salon de coiffure où il y a d'autres femmes qui vont être pas du tout dans la même situation. Comment elles vont tenir aussi le manque de consommation? Si elles arrivent trop en consommation, elles vont être jugées, elles vont être regardées. Enfin, et donc il y a tout ça. Donc à un moment donné, ça m'étonne pas en fait qu'elles n'arrivent pas à se dire je vais prendre ce temps-là pour moi dans au final le secteur un peu les coiffeurs lambda. Et donc ça, voilà, au final, il y a dans le secteur, il y en a qui ont déjà réussi à avoir des bénévoles, coiffeurs, esthéticiennes, etc. Et ça, c'est génial. C'est un travail que je fais avec elles de les orienter, qu'elles puissent aller justement découvrir aussi les autres lieux qui accueillent des femmes. Mais donc, c'est des besoins qu'elles expriment. Les urinoirs pour hommes, il y en a et il y en a. Mais pour femmes, alors j'ai entendu qu'il y avait un projet pour... c'était au Parc Royal, mais j'ai même pas encore vu à quoi ça ressemblait en fait, quel type de toilette c'était, donc toilette pour femmes, mais j'ai pas vu à quoi ça ressemblait. Donc j'espère on va aller vers ça, parce que c'est quelque chose qu'elles expriment aussi, cette difficulté à un moment donné, ne fût-ce qu'aller aux toilettes ou en période de menstruation, c'est comment je fais? Ou me procurer, bon là heureusement il y a des initiatives comme Bruxelles qui est là et qui fait un travail de dingue et qui arrive à montrer aussi c'est quoi la précarité menstruelle, mais c'est de se dire oui mais en fait c'est vrai, elles vont où, comment, on parle d'hygiène, on parle qu'on peut pas garder une serviette ou même là plutôt tampon ou cup pendant plus de 4-5 heures, ou sinon risque de choc septique, mais quoi? Voilà, elles peuvent aller où alors? Et où sont ces distributeurs, et même des distributeurs, je pense, de serviettes, de dépanne ou quoi. Enfin, c'est compliqué. Ça aussi, elles le mettent en avant. Ce côté aussi de l'insécurité à un moment donné pour aller uriner. Donc, c'est quoi, uriner entre deux toilettes ou dans un parc? Mais bon, un parc, c'est associé à je suis en un endroit seul, isolé.
avec le risque qu'il puisse se passer quelque chose. Bruxelles, c'est une ASBL qui fonctionne en fait sur des bénévoles, qui crée des trousses pour avoir donc une trousse qu'on prend en fait une semaine de protection hygiénique, uniquement des protections hygiéniques, vu la précarité des femmes qui peuvent être bénéficier en fait de ces trousses, c'est que on n'a pas de tampons ou tout autre matériel pour éviter en fait tout ce qui est choc septique. Pour ma part, enfin voilà, vu que ça fait près de 10 ans, enfin même plus de 10 ans que je travaille on va dire dans le secteur de la toxicomanie, la jeunesse, elle est un peu passée. Il y a plus, voilà, le crédit en tout cas qui m'est donné. Maintenant, le fait d'être parfois femme et d'intervenir, par exemple, auprès d'usagers de drogue, c'est pas forcément toujours évident. Et ça, c'est plus, je pense, pas forcément lié à la notion de mon âge ou de ma fonction, mais vraiment plutôt à des aspects culturels. C'est compliqué d'être à un moment donné recadré ou repris par une femme. Ça, c'est quelque chose que je ressens pas quotidiennement, mais plusieurs fois par semaine. Où on est une équipe assez mixte à Transit, c'est assez équilibré. Mais voilà, le fait de passer dans le communautaire mixte en tant que femme en robe ou en jupe, il y a des petites allusions, des petits compliments qui se lâchent. C'est là qu'il est important en fait de rien lâcher et en fait de pouvoir à un moment donné réagir à ce qui se dit ou à un regard qui se pose qui n'est pas estimé adéquat. C'est à un moment donné de reprendre en fait la personne et de mettre ça au travail. Je pense que pour qu'on arrive à un moment donné à ce que ces inégalités et ces ressentis soient différents, il y a une partie aussi pour moi de l'éducation en fait à un moment donné, des limites là tu me mets mal à l'aise, là je ne trouve pas ça correct ce que tu viens de me dire, c'est des choses qui sont importantes en fait. Mais ça je le fais mais parce que je suis plus âgée. J'avais beaucoup moins de facilité à le faire en étant plus jeune. Parce que voilà, plus timide, moins sûre de moi. Donc c'est quelque chose qui est venu plus tard en fait. Le fait d'être une femme précaire, donc en rue, toxicomane, on y va probablement dans des notions de prostitution avec... oui, c'est sûr qu'elles sont stigmatisées et c'est vraiment dans toutes ces difficultés pour elles à un moment donné de pouvoir s'en sortir en fait. C'est qu'elles doivent faire face au final à beaucoup plus d'obstacles et plus elles-mêmes. Elles ont un regard quand même très dur aussi sur elles. C'est quand même... elles ont très conscience à un moment donné de tout ça et elles sont elles-mêmes sévères avec elles-mêmes. L'estime d'elles-mêmes. Et après, ça, on est sur homme ou femme, l'estime d'eux-mêmes est très abîmée, très très abîmée. C'est un gros travail à faire à un moment donné sur la notion de je mérite une place dans cette société, je vaux quelque chose. Je ne suis pas que toxicomane. C'est souvent un peu ce côté, elles ne se définissent pas en tant que femme, c'est je suis une tox. Je suis une sale pute, je suis une tox, et c'est ce que je vaux, quoi. C'est pas autre chose. C'est très dur à entendre. C'est très très dur. Et après voilà, faut que je l'accepte à ce moment-là moi aussi, parce que c'est vraiment dur pour moi d'imaginer qu'elles peuvent se ressentir comme ça et d'aller travailler ça. Au niveau de l'âge, c'est une très bonne question. On a des jeunes aussi qui arrivent, mais elles vont plutôt arriver vers 23, 24 ans, pas avant ça, alors qu'elles ont un parcours de consommation qui est bien plus loin que ça, qui a commencé vers 14, 16, 17 ans.
Je ne sais pas si là, j'imagine que oui, mais je dirais que ce qui change avec l'âge, mais alors plus âgé de nouveau, c'est plutôt alors ce côté quelle de fin. C'est horrible, mais j'ai une femme comme ça qui a 56 ans et elle me dit qu'elle se rend bien compte que passé les 50 ans, elle est devenue moins ce côté femme associée à de la sexualité en fait. Elle dit on me laisse plus tranquille. J'ai l'impression qu'on me respecte plus. Le fait voilà d'être plus âgée. Après c'est pas pour toutes en fait. Donc c'est compliqué en tout cas d'imaginer si l'âge influe ou pas sur le stigmate. Mais j'imagine que oui. C'est compliqué d'y répondre parce que, par exemple, je leur ai parlé du 8 mars. Chaque année, j'en parle. La plupart, elles ne savent même pas que ça existe. Elles ne savent même pas ce que c'est. Et donc, quand je leur parle des inégalités, les préoccupations qu'on peut avoir, on va dire nous, en termes salarial, l'image de la femme, de la bonne femme, mère au foyer, qui doit gérer son boulot plus le quotidien de la maison en rentrant, en fait, leur réalité est tellement loin de ça que c'est pas du tout dans leurs préoccupations en fait. L'inégalité salariale, pour le peu qu'elles aient un RIS, il est au final commun. Chômage, mutuel, au final, il n'y a pas cette notion de travail en fait, en termes, qu'on peut imaginer travail officiel, etc. Donc je pense qu'en fait, elles sont très loin en fait des préoccupations et des inégalités que d'autres femmes peuvent vivre en fait, qui sont peut-être plus dans un fonctionnement d'une société. Ici, les femmes que je rencontre sont hors un peu de ce cycle et de ce fonctionnement de société. Par contre, pour y rentrer, là, il y a quand même un combat qui est assez fort. Mais je dirais qu'on est plutôt alors sur des aspects plus santé alors. Les inégalités au niveau santé, je pense, sont assez, pour moi, similaires de ce que toute femme alors peut vivre. Voilà, sur le non-choix à un moment donné de posséder son corps et d'en faire ce que l'on veut, d'être mère ou pas mère. Là, on est quand même dans des choses qui sont encore quand même très très loin d'être abouties et assez incroyables en fait. D'en être encore là en 2021. Donc plus sur les aspects santé, je pense que ça c'est quelque chose qu'elles vivent en plus des stigmates, mais de vraiment cette porte à un moment donné, autant sur les aspects alors santé sexuelle, santé contraceptive, des choses comme ça. Je pense que là on est sur des mêmes pieds d'inégalité.